Bonjour à tous. Donc cette première présentation est consacrée, comme le disait Gaël, à la nouvelle note de cadrage des formations SSE. Et donc, si on repart un peu dans le passé, se sera donc passé 10 ans entre la première note de cadrage qui date de 2014 et la nouvelle donc, qui vient d'être publiée tout début 2024. C'est un travail auquel a participé l'ANSESU à la demande de la Direction générale de la santé. D'autres partenaires sont également intervenus dans la construction de cette nouvelle note de cadrage qui est à la fois une mise à jour, mais également qui a essayé d'apporter des éléments concrets pour la formation des professionnels du système de santé aux situations sanitaires exceptionnelles. La première modification importante, elle concerne le public de ces formations au SSE, où on retrouve tout à fait normalement les professionnels des établissements de santé, les professionnels des établissements et des structures médico-sociales, mais apparaissent également et de façon importante et à chaque étape de ces formations, les professionnels de santé de ville. On entend par professionnels de santé de ville les professionnels des cabinets libéraux, des maisons de santé, des centres de santé, mais également des structures d'exercice coordonnées, typiquement les CPTS, qui ont une place tout à fait particulière, notamment dans le futur plan SSE de ville qui sera probablement diffusé prochainement. Alors, en quoi ça nous change quelque chose, nous, d'avoir un public qui s'élargit pour les formations SSE? Eh bien, ça nous oblige à faire ce qu'on fait toujours, c'est-à-dire s'adapter, ça veut dire contextualiser au mode d'exercice de chaque professionnel nos formations pour qu'elles répondent aux besoins spécifiques des publics qu'on a en face de nous. Donc, les professionnels de santé de ville, c'est un public que l'on rencontre peut-être un peu moins que les autres publics dans nos formations, particulièrement sur les SSE, et donc il y a un nouveau challenge à relever pour accompagner ce changement. Le dispositif de formation tel qu'il est proposé dans cette note de cadrage, elle fait 44 pages, donc elle détaille un peu chaque étape de ce dispositif. On retrouve normalement la FGSU1 et la FGSU2, qui sont des formations qui incluent le module SSE. On retrouve bien sûr, et c'est une actualisation par rapport à 2014, les nouveaux modules de la FGSU spécialisée SSE, les 10 modules. Il y a également d'autres formations qui sont présentées, je vous en dirai quelques mots, et qui n'incombent pas au CESU. Et il y a le focus mis à jour assez important sur la formation de formateurs FGSU-SSE, qui a un nouveau statut, et également une mise à jour sur la formation de référents SSE. Donc on va détailler chacune de ces étapes avec, alors je passe très vite sur la FGSU1, la FGSU2. Oui, le module relatif aux urgences collectives SSE de 3h30 et s'adresse à tous les professionnels de santé, mais aussi les autres professionnels qui travaillent dans le système de santé, et donc organisé par tous les CESU départementaux. Tous les CESU font bien du SSE. Les modules de la FGSU-SSE, qui sont donc de l'annexe 3 à l'annexe 12, sont présentés dans la note de cadrage conformément aux derniers arrêtés, notamment 2019 et 2020, précisant bien que c'est pour les professionnels qui sont identifiés dans les plans de montée en compétences des opérateurs de soins, comme établissements de santé ou établissements médico-sociaux, et également des CPTS, donc les lieux d'exercice coordonnés de ville. Ils sont bien organisés par les CESU départementaux, donc tout CESU départemental peut organiser de l'annexe 3 à l'annexe 12 ces modules de la FGSU-SSE. Et il est précisé qu'obligatoirement, il doit y avoir au minimum un formateur FGSU-SSE pour assurer l'enseignement de ce module. On va voir précisément quel est ce statut un petit peu plus loin. Et que ce formateur ou ces formateurs FGSU-SSE peuvent être accompagnés par un ou des experts selon le module enseigné pour être au plus près de l'attente pédagogique des CESU. Alors, les autres formations dont je vous ai quelques mots, je vous les cite parce qu'elles apparaissent dans la note de cadrage. Il y a cette nouvelle modalité de formation, notamment en distanciel, avec le HESP en partenariat avec le CHU de Rennes et également d'autres partenaires, dont l'ANSESU, vont apparaître assez rapidement. On vous en parlera et vous serez informés de façon assez rapide. Le pack JO qui va être diffusé et disponible en ligne, mais également le HESP est missionné pour construire d'autres modules de formation distancielle pour aborder la question notamment des SSE.
Il y a des formations pour les chirurgiens, type SMAF, formation DSM, organisée là aussi par le HESP, mais aussi en partenariat avec le service de santé des armées, la formation DMC qui est organisée par les UFR des universités, la formation NRBCE avec le Centre national civilo-militaire de formation et d'entraînement d'Aix en Provence. Mais on voit également sur des besoins spécifiques locaux l'organisation dans des établissements de formation locale portés par les formateurs des ESR. Et justement, enfin, la formation des formateurs des ESR qui est organisée par le ministère de la Santé. Donc ça, c'est pas tout à fait des formations qui nous impactent et qui nous intéressent directement. On reparlera probablement de formations en distanciel, comment les intégrer à nos formations, mais ça, c'est globalement la partie qui n'incombe pas au CESU dans la note de cadrage. Alors, si on s'arrête un petit peu plus particulièrement sur la rénovation de la formation de formateurs FGSU-SSE, ce statut de formateur GSU-SSE, il a bien évidemment changé puisque maintenant, on n'est plus sur les modules 1, 2, 3 de SSE, mais sur les annexes 3 à 12. Et donc, quel est le statut de ce formateur FGSU-SSE et comment le forme-t-on? Alors, la note de cadrage précise que cette formation de formateur FGSU-SSE, qui est unique, a pour objectif de permettre à un professionnel d'être formateur d'un ou plusieurs modules de la FGSU-SSE. Donc, on peut suivre cette formateur et n'être que formateur que sur l'annexe 6, que sur l'annexe 12, que sur l'annexe 7, 8 ou 9, par exemple. Et donc, on suit la même formation pour être ensuite formateur d'un ou plusieurs modules de la FGSU-SSE. Par qui est-elle organisée cette formation? Par les CESU des établissements de santé de référence régionaux, et ils peuvent bénéficier de l'appui du réseau zonal des CESU pour organiser la formation de formateurs. Elle doit être assurée par, là aussi, au minimum un formateur de SR et obligatoirement un formateur FGSU-SSE. Et il y a un ratio qui apparaît pour cette formation de formateur qui est de 1 formateur pour 10 apprenants maximum. L'organisation de cette formation, elle se déroule sur 21 heures en présentiel et c'est le même temps présentiel pour tous les modules, c'est-à-dire qu'on devienne formateur pour l'annexe 6, l'annexe 3, 4, 5 ou l'annexe 9, eh bien on suit les mêmes 21 heures en présentiel. Par contre, s'ajoute un tutorat qui, là, cette fois-ci, est spécifique au module qu'on va enseigner. Et donc, la note de cadrage demande qu'un formateur, après ces 21 heures en présentiel, dans les 12 mois suivants, en tout cas, suive au moins un tutorat de ce module afin qu'il ait le statut complet ensuite de formateur de ce module. Pour être formateur, pour entrer dans ces 21 heures présentielles, il y a des prérequis. Il y a d'abord comme prérequis qu'il soit titulaire du module ou des modules qu'il ensuite enseignera. Donc, je vais suivre la formation de formateur FGSU-SSE parce que je veux enseigner l'annexe 11. Eh bien, je dois être titulaire de l'annexe 11 et donc l'avoir suivi ou l'avoir réactualisé dans les 12 derniers mois. Je dois être également affecté dans un service impacté par le risque concerné par le module que l'on enseigne. On doit également pouvoir fournir une justification que notre candidature est validée par notre CESU d'appartenance au sein duquel on enseignera ce module FGSU-SSE. Et enfin, pour les annexes, alors c'est pour certaines annexes seulement, 7, 8, 9 et 10 et 11, on doit être en capacité de port de pays pour être formateur FGSU-SSE et donc entrer en formation de formateur. Les objectifs de la formation de formateur, si on les regarde plus en détail, et vous pourrez les lire précisément dans la note de cadrage, ils sont doubles. C'est à la fois acquérir des connaissances de contenu, donc acquérir les connaissances qui sont transversales à tous les modules de l'enseignement SSE. Donc, on suit la même formation et on profite pour avoir une connaissance transversale, mais plus précisément, deuxième objectif, d'approfondir les connaissances spécifiques au module que l'on va enseigner. Donc, ces deux premiers points, c'est aller plus loin sur l'expertise de contenu.
C'est également aussi les deux derniers points, aller plus loin dans notre expertise pédagogique, à la fois de façon globale, maîtriser les outils pédagogiques de l'enseignement de la FGSU SSE, qui sont communs à tous les modules, mais au cours de cette formation de formateur, l'objectif en sortie de formation, c'est pouvoir mettre en œuvre les techniques, les outils pédagogiques et également pouvoir utiliser les déroulés pédagogiques du module enseigné, du module que l'on va enseigner. Apparaît également la question du maintien des compétences pour ces formateurs FGSU SSE, une fois qu'ils ont fait la formation de 21 heures, une fois qu'ils ont fait leur tutorat, ils enseignent et il est exigé qu'il y ait au minimum une formation réalisée par an sur donc, le module pour garder ce statut de formateur FGSU SSE de ce module. Il est également demandé une journée d'actualisation tous les 4 ans et il est également demandé une participation annuelle aux entraînements et exercices organisés dans l'établissement et dans le territoire où travaille ce formateur. La formation de référent SSE est également un élément important de la note de 2014. Il reste un élément important de la note 2024. Il s'ouvre donc au public, puisque nous avons toujours des référents au sein des établissements de santé, au sein des établissements médico-sociaux, mais il est également demandé maintenant au CPTS d'identifier un référent SSE. Et donc, ces futurs référents de CPTS sont aujourd'hui un public qui peuvent se présenter dans les CESU2SR pour suivre une formation de référent SSE. Parce que c'est bien les CESU2SR qui vont, comme pour la formation de formateurs FGSU SSE, organiser ces formations de référent SSE avec l'appui, là encore, du réseau zonal des CESU si nécessaire. La durée est de 14 heures. Elle doit être en présentiel. Elle peut avoir une partie distancielle et donc avoir un format hybride, mais elle ne peut pas être complètement distancielle. Il est demandé là aussi qu'il y ait obligatoirement un formateur de SR qui assure cette formation, qui peut être accompagné d'experts selon les critères identifiés par le CESU organisateur. Et ce formateur ou ces formateurs doivent respecter un ratio de 1 pour 10 apprenants. Le maintien de compétences du référent SSE est également présenté dans la note avec l'obligation d'organiser et participer aux entraînements, aux exercices annuels, ça fait partie complètement de ses fonctions de référent, et également suivre une journée d'actualisation tous les 4 ans. Voilà ce dispositif qui donc s'intègre au sein de la note de cadrage, ce qui est appelé le plan régional annuel de formation. Qu'est-ce que c'est ce plan régional? C'est un plan qui est élaboré par l'ARS de chaque région avec une concertation avec le ou les établissements de santé de référence de la région et également le réseau des CESU pour quoi? Pour définir les priorités de formation de la région qui incluent plusieurs éléments. Le programme des formations de formateurs, SSE, le programme des formations de référents, SSE, mais ce plan régional présente également le programme des modules de la FGSU SSE délivrés dans chaque CESU du territoire de la région. Il présente le calendrier des entraînements, des exercices et aussi des autres formations dont on a parlé dans le dispositif. Donc, si on résume un peu le rôle que nous avons, nous, en tant que CESU, au sein de cette note de cadrage, en fait, on est quasiment partout. Et selon le CESU au sein duquel on exerce, les missions les rôles peuvent être plus ou moins élargis. Lorsqu'on exerce dans un CESU de zone, on a comme mission d'apporter un appui pédagogique au CESU, à l'ensemble des CESU de la zone, et on contribue également à l'organisation des entraînements. Lorsqu'on exerce dans un CESU d'établissement de santé de référence régionale, alors on a comme mission la formation des formateurs FGSU SSE, on a la mission d'assurer la formation des référents SSE, et on a aussi comme mission d'animer le RESU qui a une dimension régionale ici, et une dimension zonale parfois.
mais également lorsqu'on est un CESU départemental. Nous avons les missions que nous connaissons tous, de formation pour la FGSU1, la FGSU2, les modules de la FGSU SSE. On a aussi comme mission, c'est précisé dans le note de cadrage, de tenir à jour des listings des personnels formés à chacune de ces formations et notamment à chacun des modules de la FGSU SSE, à la fois pour renseigner les établissements, renseigner l'Agence régionale de santé. C'est des listings, vous le savez, qui sont régulièrement demandés et qui peuvent être, notamment dans le plan de formation régional, intéresser grandement l'ARS. Voilà les éléments principaux que je voulais partager avec vous, que le CA de l'ANSESU souhaitait partager avec vous. Vous verrez de façon plus détaillée ces éléments dans la note de cadrage. 44 pages, en fait, elle est quand même assez pratique avec des annexes. Donc, n'hésitez pas à la consulter. Elle est disponible sur le site de l'ANSESU et n'hésitez pas aussi à revenir avec vos questions vers le CA de l'ANSESU s'il y a des éléments qui, pour vous, prêtent à discussion. Merci pour votre attention. Alors, est-ce qu'on a une question alors, qui n'est pas à trait directement avec la note de cadrage? Je pense qu'on peut la traiter maintenant parce qu'on a le temps. Qui nous vient de Nancy et qui nous parle d'annexe 12. Sandra, c'est ça? Oui, effectivement, une question qui concerne l'annexe 12. Elle demande si certains ont déjà commencé les recyclages et à quels apprenants ciblez-vous? Alors, c'est difficile de répondre à ça puisque c'est chaque CESU qui peut y répondre. Un élément de réponse, ça va être le bilan annuel des CESU qui va pouvoir vous renseigner sur la volumétrie, en tout cas de réactualisation annexe 12 qui a été faite l'an dernier, en 2023. Donc, j'en profite pour vous encourager à retourner avant la fin du mois de mars vos bilans. Il en reste quelques-uns encore qu'on n'a pas reçus. Donc, on pourra répondre de façon volumétrique à cette question-là. En 2022, il y avait très peu de réactualisation de l'annexe 12, en tout cas sur les contenus. Ce qui est en cours de discussion avec la DGS, c'est que cette annexe 12 puisse être élargie. Elle avait été très contextualisée Covid-19, donc c'est pouvoir l'élargir dans ses objectifs, à pouvoir permettre à un professionnel de venir travailler dans un service de réanimation en tant que renfort et donc ne pas se concentrer uniquement sur venir renforcer une réanimation avec des patients à risque épidémique et biologique ou à problématiques respiratoires. Donc n'hésitez pas, la DGS est très partenaire dans cette idée-là, à élargir l'annexe 12 à venir travailler en réanimation, quels que soient les motifs, quels que soient les contextes. Et on avait une question sur le secrétariat de l'ANSESU qu'on peut exposer ici, puisqu'on l'a assez régulièrement, concernant les différentes annexes dont on a parlé ici et concernant la possibilité de les regrouper. Est-ce que tu peux juste nous redire un mot, Julien, des choses dont on a déjà parlé au colloque ou ailleurs, mais peut-être refaire juste un point là-dessus? Alors, effectivement, on a 10 modules, c'est complexe à organiser, c'est tout à fait entendable et accepté qu'on puisse regrouper nos modules, regrouper des annexes qui ont du sens, par exemple l'annexe 3, 4 et 5 autour d'un même risque, les annexes 7, 8 et 9, pouvoir les grouper et les proposer ensemble. C'est des choses qui se font dans beaucoup de CESU. La seule contrainte, c'est qu'il faut respecter le volume horaire en additionnant bien. L'annexe 3, 4, 5, si on les additionne, ça représente 14 heures de formation. Si on annexe 7, 8, 9, ça représente 21 heures de formation si on additionne 3 fois 7 heures. Donc, à condition de respecter ce volume horaire global, on peut, dans notre catalogue, dans notre offre de formation, proposer des annexes recoupées. C'est un élément qui aide à la faisabilité, ce qui est un élément quand même crucial pour arriver à faire des SSE. Deux autres questions, Sandra. Une question concernant les ARM. Alors, je ne la comprends pas vraiment. Comment envisagez-vous de former les ARM avec ce nouveau cahier des charges? Il n'y a pas de nouveau cahier des charges, en fait, hein. Et donc, le public ARM reste le même et peut participer au GSU et SSE comme c'était le cas avant, hein. Donc, il n'y a pas de changement de public. En tout cas, les changements, et vous l'avez compris, c'est surtout une clarification sur la formation de formateurs, mais concernant les annexes SSE, le public reste le même. Et la seconde question, quid des formateurs SSE formés avant la note de cadrage, recyclage à 4 ans
ou formation initiale? Ça, on a la réponse dans la note de cadrage. Julien, je te laisse répondre. Oui, oui, alors ça a clairement été envisagé, donc il y a une équivalence. Les anciens formateurs FGSU SSE deviennent nouveaux formateurs FGSU SSE par validation automatique. Il n'y a pas de nouveau suivi de cursus si on était déjà formateur FGSU SSE.